Aujourd'hui, et comme tous les mardis, eh bien, le droit sera au cœur de cette émission aussi avec le contrat de travail dans le secteur privé. Aussi, dans ce Matin Bonheur, vous aurez bien sûr d'autres articulations qui nous feront voyager à travers plusieurs sujets. Allez, c'est parti pour 90 minutes de télé joyeuse et ce, grâce à vous. Météo et flash. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée un temps nuageux sur le littoral et le sud forestier avec localement de faibles averses de pluie. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Le nord-ouest, l'ouest et le centre seront nuageux avec des pluies et partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et relativement ensoleillé. Passons aux températures, le mercure affichera 25 degrés à Bengourou, Abidjan et Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Boaké, 23 à Bouna et Bundiali, 23 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 à Korogomo et Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 degrés à Soubré, Tabou, Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 24 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, les régions du nord, de l'ouest, du centre et de l'est observeront des éclaircies et passages nuageux avec en milieu ou en fin de période des manifestations orageuses accompagnées de pluie. Dans les régions du sud, l'effet de l'humidité et de l'insolation occasionnera en fin de période des averses de pluie avec un risque orageux notamment dans le sud-ouest. Passons aux variables, le mercure affichera 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, Boaké et Bouna, 35 degrés à Bundiali, 33 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 36 à Korogo, 34 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 degrés à Touba et 33 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. La mine Seydou Traoré sollicite un soutien de l'État ivoirien pour un surplus en fourniture d'énergie face aux difficultés que rencontre son gouvernement en la matière. Suivant. La question de l'énergie au centre de l'entretien entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte du jour, la personnalité reçue par le chef de l'État ivoirien ce lundi au palais présidentiel, est membre du gouvernement du Mali. En tant que ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il a indiqué être venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays, en proie à un certain nombre de difficultés, notamment en matière énergétique. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels le défi de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile cette période de canicule pour le peuple malien en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien
pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. Pour le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit dans la droite ligne des relations exemplaires et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le reportage de Jérôme Kofi Aboula. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a imputé ce lundi l'insalubrité et le non-fonctionnement optimal des ouvrages d'assainissement à l'incivisme des populations. Bouaké Fofana effectuait une visite des barrages de retenue d'eau en prélude à la saison des pluies. Isaïo. Bouaké Fofana est sur le terrain. Objectif, voir les travaux d'assainissement effectués et les chantiers en cours en vue de prévenir d'éventuelles inondations en cas de forte pluie. Les barrages écrêteurs du quartier Génie 2000 à la rivière Palmeraie et de Bonoumé. Les travaux de la rue Ministre et le bassin de l'Indigné sont passés au peigne fin. Que la saison des pluies a quasiment commencé. C'est une période sensible pour nous, parce qu'il faut éviter les inondations, il faut éviter les dégâts des eaux. C'est pour cela que j'ai fait cette visite aujourd'hui. On a visité donc les barrages. Certains sont terminés, d'autres sont en projet. Ce qui est rassurant, c'est que nous avons un schéma directeur. Nous avons un plan d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il s'agit maintenant de traduire ce plan en projet individuel. Et c'est quand nous aurons réalisé tous ces projets-là que nous aurons réglé de façon durable les questions de drainage et d'assainissement. À Angré 7e tranche, le ministre Bouaké Fofana constate des constructions anarchiques susceptibles d'entraver la fluidité des eaux de ruissellement en cas de pluie. Ce bâtiment, le ministère a écrit aux propriétaires pour arrêter les travaux. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les premières briques en haut. Tout ce que vous voyez, les deux niveaux en haut ont été ajoutés après qu'il a reçu un courrier lui demandant d'arrêter les travaux. Il n'a pas respecté. Les gens qui habiteraient ici seraient en danger. C'est des choses que nous allons porter à la connaissance du gouvernement, porter également à la connaissance des populations. Autre difficulté pouvant entraîner des inondations, les objets durables qui se retrouvent dans ces bassins en cas de fortes averses. Les populations sont appelées à adopter un comportement citoyen. Cette visite a été l'occasion pour le ministre Bouaké Fofana de prendre toutes les dispositions afin de minimiser les risques d'inondation en cette période de pluie qui s'annonce. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 7h. Mais en attendant, retrouvez Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Régis Kofi pour ce point de l'actualité. On sera en sa compagnie, comme il a dit, à partir de 7h cette fois-ci pour feuilleter les pages de l'actualité internationale. Allez, nous allons poursuivre donc cette émission avec un reportage. De Port-Boué à Yopougon, en passant par les grands marchés de Marcory, Cocody, Angré ou même à Djamé. On les retrouve dans une belle ambiance qui traduit un enthousiasme quotidien malgré des difficultés évidentes. Les tresseuses en plein air entre difficultés et espoir. Un reportage signé Koné Pargasoro de la rédaction du RTI 1. Au marché de la Palmeraie, dans la commune de Cocody, voilà la technique des tresseuses sans local en plein air pour s'attirer des clientes. Anicette, elle, en est devenue une véritable habituée. Les personnes n'ont pas envie de tresser, mais quand tu vas derrière eux, tu veux te tresser, mais demain que tu parles à eux, elles sont obligées d'accepter. Et puis quand elles viennent aussi, elles ne regrettent pas. Elles sont contentes. Oui, c'est comme ça qu'ils font toujours. On appelle souvent, on fait concurrence, la personne qui gagne prend. Comme Anicette, Djeniba tresse dans les allées du marché depuis 4 ans. Elle ne peut s'offrir un salon de coiffure par manque de moyens. On a besoin de tresser dehors parce que les magasins sont chers. Vu notre situation, on est obligé de prendre un petit coin, se débrouiller un peu. Et puis si on gagne maintenant, on peut prendre un grand magasin. Autre commune, même réalité. Chantal est tresseuse au marché de Yopougon-Sikoji. Selon elle, un salon de coiffure meublé et doté de tous les accessoires coûte en moyenne 1 million de francs CFA. Une somme trop élevée pour elle. Je n'ai pas choisi de m'asseoir pour tresser. Mais j'ai vu que les magasins sont chers, la caution est élevée, on nous parle de 4 millions, on n'a pas les 4 millions. Si la plupart de ces tresseuses exercent en plein air du fait de la cherté des magasins, certaines parmi elles craignent les incendies. J'ai peur d'avoir un magasin dans le marché parce que
Il y a eu des amis qui ont eu des magasins qui ont pris feu, qui ont été brûlés et puis jusque-là, ils n'ont pas été remboursés. Voilà. J'ai peur de faire faillite en fait. Il y a économisé ton argent et puis même dans quelque chose et puis c'est brûlé et puis il n'y a personne pour te rembourser. Donc là, il faut me débrouiller un peu. Drissa Mariko est propriétaire d'un magasin de mèches. Il apporte, comme il peut, son aide aux tresseuses. Les filles là sont là pour, je peux dire que pour nous aider en fait. C'est parce que quand on accepte les filles, c'est pour pouvoir vendre nos mèches. Les mèches qui sont à 3000, souvent d'autres peuvent te demander, ah bon, pardon, vous me faites ça à 2500. Là, les 500, moi je vais garder. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées, nos tresseuses l'assurent, cette activité leur permet de subvenir aux charges familiales et à leurs besoins personnels. Souvent pendant les fêtes comme ça, quand vous êtes occupé, il y a le sac qui est déposé, il y a des clientes, quand elles viennent comme ça, quand elles voient que vous êtes occupé, elles peuvent soulever le téléphone ou bien le sac et puis elles s'en vont et puis on cherche, on ne voit plus. Bon, ce que je suis, ça m'aide un peu à subvenir un peu à mes besoins et celles de ma fille. Actuellement, dans notre cas comme ça, il pleut. Donc souvent quand la pluie vient avec des intempéries, ça fait qu'on ne peut pas s'asseoir. Nous sommes obligés de se coincer avec nos clients sur les hangars. Et puis ça fait que nous ne sommes pas en sécurité. On peut nous voler à tout moment, puisqu'actuellement nous ne sommes pas dans un local qui est bien fermé. Avec les tresses africaines, j'arrive même à me prendre en charge avec mes enfants. Quant aux clientes, elles disent préférer ces tresseuses sans magasin au salon de coiffure. Dans les salons de coiffure, tu vas aller, les prix qu'on te donne, c'est tellement cher. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens, mais tu ne peux pas mettre tout ton argent sur ta tête. Elles accueillent bien. Elles tressent très bien en tout cas, franchement. Elles tressent très bien. En tout cas, c'est moins cher. C'est mieux que dans les salons en tout cas. C'est mieux. Les tresseuses sans magasin nourrissent de grandes ambitions. Mes défis pour le futur, j'aimerais que je m'appelle Ciseaux d'or. Parce que je n'aimerais pas m'arrêter seulement à tresser comme ça. Je veux peut-être un jour que j'aille tresser en Europe, qu'on me prenne pour dire je fais, et puis on me filme, je fais des défilés, je crée des coiffures. Je compte ouvrir mon salon de coiffure et puis bon, après devenir une femme d'affaires quoi. Avec ou sans magasin, ces tresseuses présentes dans le marché mènent leur activité avec passion et sans gêne, dans l'espoir de devenir un jour propriétaire d'un salon de coiffure. Et on aimerait ce matin dire félicitations et bravo à ces braves dames qui, tous les jours, même des grands moments de fête, embellissent tout simplement nos épouses, nos mamans, nos sœurs, voilà, toutes les femmes qui sont dans nos vies. La suite avec l'actualité et c'est la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Oswald. Bienvenue. Merci. Alors, première information pour commencer cette revue de presse. Le nouveau ministre de la Communication était dans les locaux de la RTI hier. Le ministre était ici à la Maison Bleue dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les structures sous la tutelle de son département. À l'occasion de cette visite, le ministre de la Communication a rassuré l'ensemble du personnel du soutien du gouvernement et a indiqué notamment qu'un changement de paradigme sera opéré vis-à-vis du modèle économique du média de service public afin de lui permettre d'affronter les nouveaux défis auxquels il est confronté avec la libération du secteur de l'audiovisuel national. Et au nom du personnel, le directeur général, M. Fosseni Dambélé, a indiqué au ministre que la RTI l'accompagnera dans sa mission. Restons avec les visites et nous sommes en compagnie du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes qui a effectué une visite inopinée à son cabinet hier. Oui, au cours de cette visite, Seredo Célestin a indiqué que des dispositions seront prises pour le renforcement des moyens et des capacités du département dont il a la charge. Il a souhaité travailler avec tous les agents des affaires maritimes en faisant fi de tout ce qui a pu se passer antérieurement. Et il a souligné à cette occasion qu'il n'y aurait aucune chasse aux sorcières. Et parlons maintenant politique. Secrétariat exécutif du PDCI, Guy Kawé, dépouillé de tous ses pouvoirs. Oui, c'est ce que révèle l'expression, selon le confrère, avec la mise en place de 3 nouvelles instances au sein du PDCI. Henri Konan Bédia a rangé le secrétaire exécutif en chef au placard, faisant émerger d'autres personnalités telles que les ministres Jean-Louis Billon et Alakwa Dioremi ou encore Eouman Bernard, son directeur de cabinet par intérim, qui bénéficierait plus de sa confiance actuellement.
Maurice Kakou-Gikawe a perdu la confiance donc du président du PDCI. Oui, c'est ce que lance à sa une l'éléphant déchaîné. Selon l'hebdomadaire d'enquête, tout ce qui se joue en ce moment au sein du vieux parti est la preuve qu'Henri Konan Bédié n'a plus confiance au numéro 2 du PDCI. Et à l'origine de cette fracture entre les deux hommes, selon lui, les conditions de la libération de prison du secrétaire exécutif en chef du parti après l'épisode de la désobéissance civile, sortie de prison, qui aurait été perçu au sein du parti comme un acte de trahison car il s'est fait sans que le président du parti n'y ait été associé. Et l'on nous dit encore que le secrétaire exécutif en chef du PDCI est sur un siège éjectable. Oui, c'est ce qu'indique à son tour le matin. Selon le confrère, les 3 nouvelles instances du PDCI qui ont été dévoilées hier visent un seul objectif, la mise à l'écart du secrétariat exécutif. À en croire le quotidien, ces nouveaux organes lancés par Henri Konan Bédié sont la réplique parfaite du Cercle national Bédié, qui était une sorte de machine de propagande du PDCI pendant les années de pouvoir d'Henri Konan Bédié, structure qui pour lui a été à la base de certains maux qu'a connus la Côte d'Ivoire. Néanmoins, d'autres lignes dans nos quotidiens nous disent que Maurice Kakou-Gikawe est bien à son poste. Oui, c'est ce que lance à sa une le nouveau réveil. Selon le confrère, la mise en place des 3 nouvelles instances opérées hier par Henri Konan Bédié n'a pas pour but de mettre sous l'éteigneur le secrétariat exécutif du parti qui est bel et bien en place et toujours fonctionnel. Et à en croire le confrère, ces nouvelles structures et les 4 organes qui en découlent vont plutôt aider à redynamiser le parti septuagénaire. Retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, plusieurs questions restent en suspens. Oui, après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Où logera-t-il à son retour en Côte d'Ivoire? Et surtout, quel rôle jouera Laurent Gbagbo? Voici quelques-unes des interrogations qui se posent au moment où l'ex-chef d'État prépare son retour en Côte d'Ivoire selon Soir Info. Le confrère révèle selon lui l'agenda secret de Laurent Gbagbo et indique que des surprises sont en vue dans le dossier de son retour au pays. Un mot de sécurité avec l'attaque du camp militaire d'Abobo Ndotré, les enquêtes avancent. Oui, tout à fait. 12 individus en lien avec cette affaire ont été interpellés dans la ville de Daloa ce dimanche par la gendarmerie nationale. Ces personnes ont reconnu avoir été recrutées dans la ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire et ont confirmé qu'elles étaient présentes sur le théâtre des opérations lors de l'attaque de la base militaire située entre les communes d'Abobo et Anyama dans la nuit du 20 au 21 avril. Plus de précisions dans Le Patriote. Remboursement de dettes, eh bien la Côte d'Ivoire honore ses engagements vis-à-vis du Club de Paris. Oui, la Côte d'Ivoire a remboursé 1077 milliards de dettes sur 1151 milliards obtenus dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD. C'est ce qui ressort de la 8e édition de la revue générale des activités des projets de cet outil qui a été mis en place par l'Agence française de développement AFD, outil qui permet de reconvertir la dette de pays pauvres très endettés dans le programme de lutte contre la pauvreté. Et rumeur de mise en circulation d'un nouveau billet par la BCEAO, l'institution bancaire dément. Oui, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a produit un communiqué dans lequel elle dément formellement la mise en circulation prochaine d'un billet de 50 000 francs CFA. Cette fausse information, selon la note de l'institution bancaire, est partie d'une publication largement relayée sur les réseaux sociaux. Et la Banque centrale a tenu à rassurer tous les usagers de la zone franc qu'elle n'est pas à la base de cette infox et a rappelé que pour toutes les informations qu'elle publie à l'endroit des populations, elle le fait à travers ses canaux officiels. Et on termine avec cette information, SOS pour la forêt ivoirienne. Oui, le couvert national forestier est en danger selon le nouveau réveil de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60. Notre pays se retrouve aujourd'hui à moins de 2 millions d'hectares. À en croire le confrère, le taux de destruction de la forêt ivoirienne est l'un des plus élevés du continent, avec pour conséquence la disparition de certaines espèces de mammifères dont les habitats naturels n'existent plus. Et à cette allure avance le quotidien, si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire risque de passer de pays forestier à pays sahélien. Et oui, il faudrait donc se pencher même sur la question et ce sera très important pour nous. Merci Renaud. Merci Ange. Excellente journée. Oui, moi je vais t'inviter tout à l'heure à déguster ce que nous avons comme petit déj aujourd'hui. Gnomi, bouilli, sans lait. Peut-être qu'on va acheter le lait. Il n'y a pas de lait? Non, j'ai fait venir le lait. Donc, je pense que chef Evin ne va pas m'en vouloir si j'ajoute le lait. Franchement. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Excellente journée. Chers frères, allez, la suite, donc vous l'aurez compris, petit déj.
Voilà, vous êtes à Matin Bonheur et on parle maintenant au petit-déj avec chef Evelyne et en sa compagnie bouillie de sorgho accompagné de gnomi et aussi un mojito, un magnifique mojito que je suis en train de lorgner de loin parce que c'est trop bon le mojito. Avec le soutien de la réalisation, je vais me diriger vers chef Evelyne et ensemble on pourra tout simplement faire cette rubrique petit-déj à Matin Bonheur. Allez, bonjour chef Evelyne. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. J'aime bien votre sourire. Le matin, c'est bon le sourire. Hein? Ça donne beaucoup de bénédictions. Alors, aujourd'hui, bouillie de sorgho. Oui. Parlez-nous un peu du sorgho et tout, et cette couleur particulière-là. Oui. Vraiment, le sorgho a une couleur très particulière. Elle est un peu rougeâtre. Oui. C'est une céréale qui est de la même famille que le mil, qui est très riche en fer et qui est très souvent consommé par les diabétiques. OK. Voilà, c'est un très bon plat voilà, pour tous ceux qui suivent un régime. On n'ajoute rien pour avoir cette couleur rougeâtre? Non, rien du tout. OK. Le sorgho sont des graines qui ont cette couleur, voilà, de nature. Et puis, bon, je n'ai pas pu avoir les graines même. C'est la poudre que j'ai pu obtenir. Oui. Voilà. Mais sur le grand marché d'Adjamé, je pense qu'on pourra trouver les graines même de sorgho. Des graines de sorgho. Voilà. Comment ça se passe? Cuisson. Nous sommes dans votre cuisine. Top, c'est parti. Allons-y. Voilà. On trempe nos graines de sorgho. Ensuite, on va faire moudre à la machine. Oui. Et nous allons faire nos graines qui vont nous servir à faire notre bouillie. D'abord, on met de l'eau à bouillir. Oui. Surtout, attendre que l'eau puisse bouillir d'abord. Oui. Ensuite, on rajoute nos graines de sorgho avec un peu de gingembre, un peu de citron vert surtout, du sucre et puis un peu de sucre vanillé. C'est obligatoire ou bien c'est facultatif? Qu'est-ce qui est... C'est obligatoire le citron? Citron, bon, pas gingembre forcément aussi. obligatoire, mais ça donne un beau parfum. Une belle senteur. Voilà, un une bon belle goût. senteur, voilà. Ouais. Une belle arôme en bouche, tout ça. Vous êtes à côté de quelqu'un qui aime manger, donc il y a tous les mots qui vont avec. Alors, donc, on quitte la bouillie. Combien de minutes déjà? Tout au plus 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Voilà, en fonction de la forme de nos granulés. À feu doux ou à feu normal. À feu normal. À feu normal. OK. Et ensuite, on vient au gnomi. À nos fameux gnomi. C'est très simple à réaliser, même s'il y a plusieurs versions. Mais moi, j'aime plus aller sur les versions typiques de nos mères africaines. Oui. Le gnomi, c'est que la poudre de mil, de la banane douce bien mûre, qu'on va réduire en purée avec un peu de sucre. Mais je tiens à préciser que dans la poudre de mil, nous allons rajouter un peu de riz, juste un peu de riz pour moudre. J'allais même demander parce que j'ai vu quelque part qu'il y a du riz avec... On ne met vraiment pas assez pour ne pas que le gnomi soit trop épais. Oui. Voilà, voilà, trop épais. Voilà, il faudrait que ça disparaisse légèrement en bouche. OK. Parce qu'il faut bien vérifier le dosage et tout pour ne pas se tromper. Donc, c'est que ça pour obtenir un bon gnomi. Par contre, il y a d'autres qui rajoutent de la bouillie de riz, avec de la farine, avec un peu de levure. Mais ça, bon, c'est vraiment quand on veut que ce soit vraiment, vraiment, vraiment épais. Mais sinon, à l'origine, les gnomis, c'est que ça. C'est que ça. Voilà. OK. Donc, juste à côté de ça, on a du mojito. Voilà. Du mojito qui est fait à base de jus de citron vert. Oui. Voici la différence d'un bon mojito. Il faudrait que le citron soit bien vert. Oui. Ensuite, on ajoute un peu d'eau gazeuse. Oui. Du sirop de canne et puis nos menthes très fraîches. OK. Maintenant, pour ceux qui prennent alcoolisé, bien évidemment. Oui, on peut en ajouter. Voilà. C'est un peu de gin qui est facultatif. Ça dépend de tout un chacun. Je sais que, n'en déplaise à Nadi, assistante édito de cette émission, mais on va goûter. Allez-y. C'est ça la particularité de ce métier-là, lorsqu'on est mardi. J'aime bien cette partie-là.
Ouais, pas mal. C'est la première fois que je goûte une bouille de sorgho. De sorgho. Ouais, bon, c'est plus ou moins pareil comme le mil. Hein. Oui, oui, voilà, oui. C'est juste qu'il... Sans grande différence. Voilà, sans très grande différence. Sans grande différence. C'est vrai qu'on a parlé de gnomi, mais tout en faisant un petit coucou à mon ami Willy Dombo, je vais acheter un peu de lait et saluant Fior de Bior. Parce que c'est la tendance en ce moment oui. en Côte d'Ivoire. Gnomi et lait qui est bon. Voilà, franchement, c'est gnomi et lait qui est bon. Oui. Permets un papier mouchoir, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Magnifique. Merci. Merci Hassan, merci beaucoup. Voilà. On est mardi aujourd'hui, on peut se permettre. Ouais. Alors, donc on revient rapidement. Combien de minutes pour ça et pour ça aussi? Bon, ça, juste 10 à 15 minutes en fonction de la quantité. Et puis le gnomi, c'est pas à pas, au fait. Il y a un petit récipient où il y a des trous à l'intérieur qu'on va déposer sur notre feu et mettre un peu d'huile, un peu de filet d'huile dans chaque trou. Oui. Ensuite, on prend notre pâte qui ne doit pas être trop épaisse et trop liquide. Oui. Voilà, quand on va mettre dans nos trous, environ 1 minute de chaque face et puis ça va, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, vous pouvez faire ça chez vous à la maison. Et puis, nous sommes dans une période de jeûne aussi. Hein, donc, pour nos frères musulmans, ils peuvent comme tout simplement... tôt le matin, à 4 h du matin, et même à la rupture du jeûne. Merci beaucoup. Allez, on va terminer donc avec la deuxième partie de Matin Bonheur. À tout de suite. Retour de l'actualité, merci d'être avec nous. 17 personnes ont été retrouvées mortes sur un bateau transportant des migrants au large des îles Canaries et 3 ont été sauvés. C'est ce qu'ont annoncé hier les secours en mer espagnole. Les 3 survivants, 2 hommes et une femme, ont été transportés par un hélicoptère de l'armée espagnole vers un hôpital. L'Inde n'en finit plus de battre des records de cas de contamination. Le pays a enregistré lundi près de 353 000 personnes infectées par le Covid-19 en 24 heures pour tenter d'enrayer la propagation fulgurante de l'épidémie liée en partie à l'émergence d'un nouveau variant. Les autorités ont annoncé un prolongement du confinement dans la capitale New Delhi. L'Inde a parallèlement déploré près de 3 000 nouveaux décès dus au Covid-19, ce qui est un record national depuis le début de la pandémie, selon les données officielles publiées lundi par le ministère de la Santé. Confinement chez les uns, déconfinement progressif chez les autres. En Italie, les bars, restaurants, cinémas et salles de concert rouvrent partiellement leurs portes, alors que la majorité du pays est repassée au niveau de risque le plus faible face à la pandémie. La colère après la décision de la Cour de cassation dans l'affaire de Sarah Halimi reste vive. Ce dimanche, des manifestations de soutien à la famille de la sexagénaire juive tuée en 2017 et dont le meurtrier ne sera pas jugé car il a été déclaré irresponsable pénalement se sont déroulées dans plusieurs villes de France, dont Paris, Nice, Strasbourg, Bordeaux et Marseille. Dans la capitale, de nombreuses personnalités artistiques, politiques et religieuses s'étaient rendues sur la place du Trocadéro aux côtés de milliers de manifestants. Le petit hélicoptère de la NASA Ingenuity a effectué dimanche un 3e vol sur Mars, se déplaçant plus loin et plus vite que lors de ses 2 précédentes sorties, avec une pointe à 7 km/h, a annoncé l'agence spatiale américaine. Après un premier vol en surplace, puis un 2e quasiment stationnaire également, l'engin a cette fois
parcouru 50 mètres, atteignant la vitesse de 2 mètres par seconde, soit 7 km/h. Après un mois maximum, l'expérience Ingenuity s'arrêtera pour laisser le rover Perseverance se consacrer à sa tâche principale, chercher des traces de vie anciennes sur Mars. Le principe du Bitcoin repose sur un principe décentralisé, affranchi des États et des banques soumis à aucune instance. Les détracteurs du Bitcoin pointent l'impact environnemental du principe de blockchain, arguant du fait que sa gestion est très gourmande en électricité. Explication. Le Bitcoin, crypto-monnaie reine, fait l'objet de spéculations faisant monter sa valeur. Le Bitcoin repose sur un principe décentralisé affranchi des États et des banques soumis à aucune instance. Il est sécurisé par la blockchain, un ensemble de personnes appelées mineurs qui vérifient les transactions. Ces mineurs résolvent par ailleurs des équations complexes, preuves de travail, qui n'ont pas de rapport direct avec les transactions. En échange, ils reçoivent automatiquement une récompense en Bitcoin toutes les 10 minutes. Ces opérations nécessitent une forte puissance de calcul et donc des ordinateurs performants très gourmands en électricité. On estime qu'en 2021, la consommation annuelle du Bitcoin pourrait atteindre 128 TWh, soit 0,6% de la production électrique mondiale, ou 10 fois plus que Google en 2019 avec ses centres de données. Si au début il s'agissait d'ordinateurs particuliers, aujourd'hui il existe des fermes de calcul, des usines à miner installées en Chine principalement, loin devant les États-Unis et la Russie. Les détracteurs du Bitcoin pointent l'impact environnemental du principe du blockchain, arguant du fait que l'électricité générée dans ces régions minières est fortement carbonée. Une alternative serait de remplacer cette preuve de travail par une preuve d'enjeu, sorte de caution en crypto-monnaie pour pouvoir participer à la blockchain. C'est la piste qu'envisage le réseau Ethereum, autre crypto-monnaie, mais il est peu probable que la communauté Bitcoin n'y adhère. On termine avec du football. Ligue européenne des champions, acte 1 des demi-finales. Le Real Madrid reçoit Chelsea. Et puis dans l'autre demi-finale, demain, Paris sera face à Manchester City. De gros chocs en perspective. Point final. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et quand on parle de football, il a toujours ce sourire car c'est un amateur de football. Rapidement, on est avec qui pour cette ligue? Je pense que c'est un secret de polichinelle. Oui, qu'il faut nous dévoiler là. Hein? Le Real Madrid. Merci beaucoup. On parlera droit, code citoyen, mais pour l'instant, digital. Encore dans Matin Bonheur, c'est un véritable cours que nous allons avoir dans le digital en compagnie de notre consultant du jour, Monsieur Fabrice Sonzaï. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ange. Vous allez bien? Oui, très bien. Super, on est là. Hein? Ça va bien. Alors, avec vous, on parle aujourd'hui du langage de programmation comme levier d'insertion professionnelle. En effet. Voilà, vous allez nous dire en quoi est-ce que cela est lié et tout, comment comprendre. Et déjà, c'est quoi un langage de programmation? Déjà, merci Ange. Il faut dire qu'aujourd'hui, la technologie est partout et elle facilite presque tout dans notre vie quotidienne. Et ce, via des applications informatiques qui sont conçues à partir des langages de programmation. Mais ce langage de programmation, c'est quoi exactement? C'est un langage comme tout autre, et seulement qu'il permet de mettre en œuvre des opérations et des suites d'instructions qu'on appelle des algorithmes. Et ces algorithmes-là, on les utilise pour mettre en place des programmes informatiques. Donc, ces programmes informatiques-là vont appliquer ou exécuter ces suites d'instructions ou ces algorithmes qu'on a mis en place.
Alors, c'est vrai qu'on parle digital, on aura certains termes techniques que nous allons aussi expliquer à nos différents téléspectateurs pour ceux qui ne comprennent pas. Tout ceci participe à la fluidité de la communication que nous avons, même si nous allons aussi dans tout ce qui est Internet et tout. Alors, quelques langages de programmation. On peut en avoir, on peut avoir des noms et tout. Tout à fait. Les différents langages de programmation, il y en a plusieurs. Mais seulement, il faut dire que ces langages-là sont principalement spécifiques à certains domaines ou bien sont spécialisés. Voilà. Donc, vous allez voir qu'au niveau, par exemple, des pages web ou bien lorsqu'on veut créer des sites Internet ou bien des applications Internet qu'on utilise via le téléphone ou via l'ordinateur. Alors, ces différentes applications-là, on utilisera généralement des langages avec de gros noms comme PHP, comme JavaScript, Ruby et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Pour créer, par exemple, des applications comme l'application mobile de RTI, qu'on a, par exemple, de RTI, on utilisera Dart ou bien Android pour les applications iOS, pour les smartphones, pour, comment je vais dire, pour les iPhones. Voilà, pour les iPhones, on utilisera Swift. Voilà, donc nous avons toutes ces applications. Pour certains, tout à fait, en fonction de l'utilisation qu'on fera, en fait, ou bien de la solution qu'on veut mettre en place. Pour l'électronique, par exemple, on pourra avoir Arduino ou bien Abel, qu'on pourra utiliser pour créer des applications ou bien des solutions électroniques, ou bien aussi pour des applications au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, au niveau de l'IA, vous allez voir que dans ce domaine-là, on utilisera principalement des langages comme Python. Donc, c'est le nom du langage qui est Python. Et ce langage-là, on l'utilise généralement pour décrire les différentes données, donc les informations qu'on a à les traiter et puis présenter ces différentes informations-là. Et là, on parle de visualisation des données. Voilà. Et après Python, vous pourrez trouver Java, le langage Java qui est utilisé aussi en intelligence artificielle, et Julia. JavaScript, vous voulez dire? Non, il y a une différence entre Java et JavaScript. OK. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux en même temps? En fait, le JavaScript, il est plus utilisé pour les applications web. Voilà, donc il permet de créer des animations sur les sites. Donc lorsque vous allez sur une page web ou bien vous allez sur un site, vous allez voir que lorsque vous passez la souris, il y a des événements qui se produisent ou bien il y a des boutons qui bougent, qui changent de couleur. Tout ça, le JavaScript permet de gérer ces différents événements-là sur les pages. Et le Java, lui, avec le Java, on pourra créer des applications qu'on installera sur l'ordinateur pour faire d'autres utilisations. Voilà. Tout simplement. Alors, comment apprendre un langage de programmation, même quand on n'est pas informaticien comme moi, Angeval? Il faut dire qu'apprendre un langage de programmation, c'est vraiment simple. Même les enfants peuvent apprendre les langages de programmation. Aujourd'hui, nous avons les plateformes comme Scratch qui permettent aux enfants d'apprendre le langage de programmation. Il faut juste avoir de la volonté et puis y mettre du cœur. Oui, parce que quand on voit tous ces thèmes techniques, JavaScript et tout, PHP, on se dit, bon, attends, moi, ça donne mal à la tête tout ça. Tout à fait. Aujourd'hui, il existe des plateformes qu'on appelle des plateformes de no-code qui permettent à des personnes non informaticiennes, qui n'ont pas de compétences en programmation, de créer des applications. Ça reste assez basique, mais au moins, c'est déjà intéressant au niveau visuel. Voilà. Donc, avec ces plateformes, on peut créer des applications web, on peut créer des applications mobiles même, sans même mettre la main véritablement dans le code. OK. Voilà. Alors, c'est vrai que vous parlez de créer des applications, mais est-ce qu'il faut les créer en suivant une certaine déontologie, une certaine règle? Lesquelles? Oui, il y a des règles lors de la création d'une application. Déjà, au niveau de l'utilisation des données même des personnes, par exemple, vous allez voir des applications. Récemment, il y a eu... lorsqu'on devait passer la numérotation de 8 à 10 chiffres, il y a une polémique au niveau de l'utilisation des données à caractère personnel. Voilà, parce que là, ces applications-là vont prendre des informations personnelles de chacun des utilisateurs. Et là, il y a une législation ici en Côte d'Ivoire qui régit ce domaine-là. Et il faille connaître cette législation-là pour savoir comment récupérer les données des utilisateurs et dire exactement ce qu'on va en faire.
Voilà. Donc, il y a certaines règles qu'il faille respecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, la législation ne couvre pas tous les pans du domaine informatique, mais il existe véritablement et le législateur fait vraiment beaucoup d'efforts pour pallier à cet état de fait. Alors, comment je me mets, moi, au goût du jour avec toutes ces règles, tout ce qui a été mis en place et tout par la législation, moi qui n'y connais rien, mais qui ai envie quand même d'apprendre ce langage-là qui va me permettre une certaine fluidité dans la communication avec tout un chacun. Déjà, la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord la volonté. La volonté, oui. D'abord. Oui. Ensuite, après la volonté, il faut avoir un ordinateur et puis quelques data pour se connecter à Internet. C'est aussi simple que bonjour. Aussi simple que bonjour. Dès que vous avez ça, le reste, on a aujourd'hui des cours en ligne, donc qu'on appelle des MOOC. Les MOOC, ce sont des types de formations qui sont ouverts au grand public et qui peuvent prendre un grand nombre de participants. Et ces MOOC-là sont généralement gratuits ou même peu coûteux même. Oui. Voilà. On peut aussi avoir des formations certifiées et certifiantes en ligne qui sont gratuites ou même à moins de 7 000 francs. Que vous pouvez avoir pour vous former. Mais déjà, avant de vous lancer, il faut savoir quelle application je vais apprendre à réaliser. Est-ce des applications web, des applications mobiles? Parce que c'est après avoir déterminé ce que je veux faire et que je vais savoir quel langage utiliser pour arriver à mes fins. Bien sûr, voilà qui est bien dit. Donc c'est simple comme bonjour, comme on l'a dit à l'instant. Et puis, il y a ces MOOC-là qui sont à votre disposition. On en a parlé ici même sur le plateau avec Paulus Agathon. C'est à la portée de tout le monde. Quels sont les langages de programmation les plus utilisés actuellement en 2021 là? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous allez trouver plus de programmeurs PHP, aussi des programmeurs Java, et on trouvera maintenant ce qui monte, nous avons des programmeurs Python, puisque là, l'intelligence artificielle commence à prendre de l'ampleur. Donc, on aura des programmeurs Python, des programmeurs Scala et R aussi pour les statisticiens. Je n'ai pas envie de vous donner une colle, mais quel est le langage de programmation le meilleur? Voilà, par exemple. Est-ce qu'on en a même déjà? Voilà. Le meilleur, c'est vraiment relatif. Oui. Parce que chaque langage de programmation a ses subtilités, il a son vocabulaire. Donc, c'est en fonction de mes préférences, de mon goût, de mon feeling, en fait. Voilà, je me sens mieux avec le PHP, donc OK, je code en PHP, je fais tous mes programmes en PHP, et quelqu'un à côté dira, mais non, PHP, bon, moi, ça ne me plaît pas trop, je préfère du Java. Oui. Et lui, il fera aussi tout en Java, et il sera vraiment plus à l'aise avec du Java. Lorsque vous lui demanderez une application en Java, il vous la réalisera en quelques instants. Mais l'autre, avec le PHP aussi, il est plus à l'aise. Donc, ça dépend vraiment du feeling, et c'est pour ça qu'il faut savoir exactement qu'est-ce que je veux réaliser et maintenant faire une petite recherche sur les différentes applications utilisées dans ce domaine-là et puis voir celle avec laquelle on se sent plus à l'aise. Voilà. Alors, on en vient maintenant à la question qui fait même l'essence de nos échanges aujourd'hui. Langage de programmation comme levier d'insertion professionnelle. En quoi est-ce que ce langage-là peut être ce levier d'insertion professionnelle et comment? En fait, lorsque vous arrivez à maîtriser un langage de programmation, vous savez programmer. Okay. Quand je sais programmer, je suis à même de me prendre en charge. Parce que déjà, un aîné disait que tous les problèmes des Africains, chaque problème des Africains est une idée d'entreprise. Okay. Et là, je sais programmer, je regarde autour de moi les difficultés dans mon environnement et je trouve des solutions pour pallier à ce problème-là que j'ai constaté. C'est ce qui a créé récemment la profusion des applications pour le passage de 8 à 10. Oui. Parce que les programmeurs ont constaté un problème et ont apporté une solution informatique, une solution numérique pour pallier à ce problème-là, donc à ce passage de 8 à 10 chiffres. Parce qu'on en a vu plusieurs, Contact.ci et tout, sans pour autant faire de publicité. Tout à fait. C'était à profusion. Voilà, donc déjà, là, je propose des solutions et je peux monnayer mon savoir-faire. Oui. Ce sont des initiatives personnelles que je mets pour pouvoir me prendre en charge. Merci beaucoup. Mais au-delà de ça, on peut aussi aller en entreprise et être développeur
développeur web, développeur d'applications, chef de projet informatique en fonction des compétences qu'on aura acquises et plein d'autres. Merci beaucoup à notre consultant du jour dans la rubrique digitale, M. Fabrice Sonzaï, langage de programmation comme levier d'insertion professionnelle. Excellente journée à vous. Merci. Oui. Sans grande transition, nous allons poursuivre avec un autre sujet dans cette émission, engagement citoyen et opportunités, avec cette dame que vous connaissez super bien aussi, Madame Georgette Kwasi-Boin, elle est directeur du civisme et de la citoyenneté. Nous revenons sur ce sujet et touchant encore un angle très important, les opportunités, et oui, à avoir lorsqu'on s'engage de manière citoyenne. C'est parti. Bonjour, Madame Georgette Kwasi-Boin, bienvenue. Alors, nous revenons sur ce sujet, le sens de l'engagement citoyen, les différentes formes même, et on mettra surtout l'accent sur cet angle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout les opportunités. Des opportunités que nous pouvons avoir, même nous-mêmes, hein, même si on travaille ici à la télé, qu'on s'engage de manière citoyenne dans des activités et tout. Alors, répétition étant pédagogique, on va encore revenir là-dessus, pour vous permettre de mieux comprendre notre sujet. L'engagement citoyen, qu'est-ce que c'est ? Merci, Monsieur Angeval. C'est moi. L'engagement citoyen, en fait, c'est l'implication du citoyen dans les activités de la communauté. C'est véritablement sa pleine participation au développement, au bien-être de la communauté. De la communauté. Voilà. Comment cela peut se faire? Cela peut se faire de manière individuelle, comme aussi dans une organisation, dans un groupe, à 2, à 3, voilà. Ça dépend de ce qu'on fait dans la communauté. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a, bon, pas forcément vous... J'étais dans les statistiques. Est-ce qu'on a ces organisations, ces communautés-là qui travaillent dans l'engagement citoyen? Nous avons véritablement beaucoup de personnes, en fait, en tout cas beaucoup de jeunes, d'adultes aussi, véritablement, qui posent des actes citoyens au quotidien. Il y a même, j'ai souvenance d'un jeune homme qui, au niveau de l'autoroute, entre Abobo et Djamé, véritablement qui s'est mis à disposition pour réglementer la circulation. Parce qu'en fait, il y avait un grand embouteillage, et plus souvent, avant qu'on ne fasse le pont, le pont piéton, pour faciliter, par exemple, la traversée des piétons. Et donc, en fait, c'est de lui-même qui le faisait. Ça, c'est un engagement citoyen. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où on a tellement besoin d'argent, on va dire pourquoi aller me mettre une route pour pouvoir réguler la circulation quand il y a la police pour ça. Moi, je ne gagne rien dedans. C'est ça. En fait, l'engagement citoyen, c'est un don de soi. C'est le dévouement même de la personne. C'est véritablement un appel que nous faisons à l'Ivoirien pour qu'il véritablement puisse s'impliquer. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, lorsque par exemple, quelqu'un pose un acte, il tend la main. Oui. Non. L'engagement citoyen, on le fait parce qu'on aime bien, on apprécie, on veut aider, on veut contribuer. C'est du volontariat. C'est du volontariat, en fait. Et aussi, c'est du bénévolat. Soit du volontariat, soit du bénévolat. L'engagement citoyen, en fait, impacte positivement au niveau social, au niveau professionnel, au niveau même politique, dans le domaine politique, dans le domaine humanitaire. Comment ? Au niveau social, par exemple, lorsqu'on s'engage, ça nous permet déjà d'avoir un bon carnet d'adresses. En fait, ça nous permet de fraterniser, voilà, puisqu'en fait, de travailler en équipe, d'avoir en fait cet esprit d'équipe-là. Ça nous permet véritablement de comprendre les réalités sociales et de s'impliquer en fait dans la vie en société. Je peux dire aussi, au niveau politiquement, par exemple, quelqu'un qui est engagé, il apprécie mieux en fait les réalités sociales. Et donc, quand il s'investit dans le domaine politique, par exemple, en tant que candidat, il peut véritablement, étant imprégné des réalités de sa communauté, il peut proposer en fait des programmes appropriés. De développement. De développement. Il peut véritablement mettre en œuvre ce qui est traduit en fait par sa population. Ce sera un homme politique de qualité parce que véritablement, il saura mieux orienter et diriger en fait les actions au sein de la société. Mais même en tant qu'individu, il saura comprendre, en fait, ce citoyen qui est engagé au niveau politique, par exemple, va comprendre en fait l'importance de la diversité des idéologies. Il ne va pas se dire non, c'est mon parti, non. Mais en fait, il comprend que la nécessité même d'avoir plusieurs partis politiques, mais surtout de mieux travailler en fait dans son groupement, dans son parti politique pour apporter quelque chose
profitable à la société, à la nation. Au niveau professionnel... Oui, allons-y, on décortique. Très bien. Allons-y. Au niveau professionnel, l'engagement citoyen permet une véritable ouverture d'esprit. Oui. Parce qu'en fait, quand on s'engage, par exemple, on participe à une activité dans un domaine, je ne suis pas peintre, je ne suis pas maçon, il y a un hôpital dans ma localité, ils ont besoin de main-d'œuvre. Je viens, on m'apprend un peu comment est-ce qu'on fait, on fabrique les briques, comment est-ce qu'on peint. En fait, j'apprends quelque chose. C'est un savoir-faire. À côté du travail que j'ai, ça peut être des extras. Voilà. C'est une plus-value en fait, au niveau des connaissances, des compétences. En fait, et donc, c'est un acquis pour moi. Et donc, cela me permet même de pouvoir réorienter, par exemple, ma vie professionnelle pour quelqu'un en fait, qui était dans un domaine qui ne l'intéressait pas véritablement. Oui. En fait, avec ce qu'il a appris, c'est une réorientation de la vie professionnelle. Une meilleure orientation même, parce qu'il y a un jeune qui me partageait, il dit, quand on finit le bac, par exemple, bon, on nous présente plusieurs choses, mais lorsqu'on est engagé en fait, dans la communauté, on participe à certaines activités ensemble avec les autres, on fait des formations, tout ça, on a une meilleure vision en fait, de notre vie professionnelle. On sait mieux où on va, où est-ce qu'on veut aller. Vous comprenez? Oui. Même dans le domaine humanitaire, on comprend véritablement le sens même de la préservation de l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Pour notre communauté, pour nous-mêmes, pour notre bien-être, mais pour le futur, pour atteindre en fait les objectifs pour le développement durable. Mais quels sont... D'accord. Allez-y, quels sont? J'allais poser ma question, mais bon, allez-y, continuez. Quel exemple, par exemple, je peux donner pour des personnes en fait, que moi j'ai pratiqué, tout ça? Oui. J'ai eu l'exemple de... Quand je fais des conférences avec les jeunes, je donne l'exemple de ce jeune-là. Oui. Il était diplômé en licence d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et il était le président de la jeunesse communale de Mans. Lorsqu'il y a eu le programme national de volontariat dans la phase pilote, il a eu à intégrer une ONG qui sensibilisait à l'autonomie des jeunes femmes. Et donc, on lui a appris comment est-ce qu'on nourrissait les porcs, comment est-ce qu'on faisait l'élevage des porcs. Et quand il a fini sa formation, quand il a fait son volontariat pendant 6 mois, il s'est dit, mais attends, j'ai la possibilité de pouvoir moi-même réaliser cela. Et un jour, il nous appelle, il dit, madame, je suis chef d'entreprise. Vous comprenez? Parce que lui-même, il a créé son cheptel, il y a ses porcs. Il dit, je vends même encore et je suis devenu véritablement incontournable dans ce domaine-là ici. Il dit, très bien. En fait, ce sont ces genres d'exemples-là. Il y a un jeune homme, une fois, en fait, qui vraiment a le don de soi. Oui. Sous la pluie, c'est mon collaborateur qui me partageait cela. Il y a un monsieur, en fait, dont le pneu a crevé. Et donc, sous la pluie, sous cette pluie battante, malgré que tout le monde dépassait le monsieur, il s'est arrêté, il a pris les crics, il a remplacé la roue du monsieur. Le monsieur lui tend un billet de 10 000. Il dit non, c'était pour vous aider, vous étiez sous la pluie comme moi. Il dit, bon, je peux avoir au moins votre numéro de téléphone. Il a donné son numéro de téléphone. Aujourd'hui, en fait, ce jeune homme-là a été intégré dans l'entreprise. Il ne savait même pas que c'était un chef d'entreprise qui l'aidait. Et ce jeune homme a été intégré dans l'entreprise en fait, de ce monsieur. C'est vous dire en fait toutes les opportunités, toutes les ouvertures en fait, qui sont faites. Il y a eu ce jeune homme qui est passé ici récemment, M. Diabaté. Oui, la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière qui a échangé avec vous. Son histoire est véritablement intéressante. C'est véritablement un exemple. C'est un jeune homme qui est véritablement engagé dans la formation en fait, avec les jeunes. Ils ont une organisation. Oui. Et à l'international, il a eu à rencontrer M. le ministre Sidi Touré, qui le voyait un peu sur les plateformes. Voilà. Et puis, ils ont échangé. Quand ils ont échangé, il dit, bon, quand vous allez rentrer, vous venez à mon cabinet, je vais vous intégrer dans mon ministère. Et c'est ce qui a été fait. Oui. Il a été chargé d'études. À la suite, lorsqu'il y a eu la scission du ministère, il était au secrétariat d'État chargé du service civique en tant que chef de... qu'on appelle ça? Chef de service? Non, il était chargé d'études. Et puis, il y a le ministre Touré Mamadou, actuellement ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. En fait, qui a entendu parler aussi de ce jeune homme-là et qui va voir son collègue pour lui dire, bon, qu'est-ce que toi, tu lui offres de plus? Parce que moi, je le propose maintenant en tant que directeur chez moi. Vous comprenez?
C'est-à-dire par rapport à vos actions sur le terrain, par rapport aux actes que vous avez posés au quotidien envers les autres, par rapport aux actions que vous avez menées pour le bien-être de la communauté. Aux actions sociales, dans vos quartiers, dans les rues et tout. Vous voyez où est-ce que cela peut vous emmener en fait. Donc c'est véritablement une invite à toute la jeunesse ivoirienne, surtout à toute la jeunesse ivoirienne, mais aussi à toutes les populations, aux individus, de pouvoir véritablement s'impliquer dans leur quotidien, de pouvoir mettre la main à la pâte, de pouvoir contribuer, de pouvoir aider, d'être solidaire, en fait, d'exprimer en fait, ce principe-là du civisme qui est le dévouement de la nation. Bien sûr. Voilà qui est bien dit. Et encore merci à vous, Madame Kwasi Bouan, pour ces exemples-là même qui nous confortent dans cette position de parler d'opportunités lorsque nous évoquons l'engagement citoyen. La part de l'État ou même des communautés dans cette prise de conscience et surtout dans la création d'opportunités. C'est ça. La part de l'État, c'est celle que nous posons actuellement. Lorsque en fait, nous sensibilisons dans nos conférences, dans nos sensibilisations, dans nos formations, nous sensibilisons en fait les populations à véritablement s'imprégner, en fait, à vivre une citoyenneté active, c'est-à-dire à s'impliquer véritablement dans leur quotidien de tous les jours, à participer aux prises de décisions. Voilà, ça c'est la part de l'État, sensibiliser, informer pour dire qu'il y a véritablement une panoplie en fait, d'opportunités à s'impliquer dans la vie en communauté. Dans la vie en communauté. Alors, Madame Kwasi Bouan, on va prendre un petit cas pratique. Un jeune qui est au quartier, comme on le voit, qui est sans emploi, qui ne fait rien, mais qui a envie de bouger. Comment est-ce que ce jeune au quartier peut se dire, bon, je vais poser des actions qui vont peut-être demain me permettre de me retrouver quelque part. Je suis sans diplôme, je suis sans travail, qu'est-ce que je pourrais faire? D'accord. Pour moi, d'abord, il faut s'imprégner même des réalités de sa communauté. Sortir un peu de sa maison, de sa chambre, et puis balayer du regard les réalités de sa communauté. Oui. Ah, il y a des caniveaux. En fait, dans notre communauté, par exemple, à force de mettre en fait, les déchets dans les caniveaux, cela obstrue en fait, le passage de l'eau. Oui. Pourquoi est-ce que je n'organise pas, ou bien moi-même je m'y mets, ou bien je n'organise pas les jeunes de ma communauté pour dire ah, il faut qu'on le fasse, et puis après il faut qu'on sensibilise en fait, les femmes de ménage, tout ça, pour ne pas qu'elles déversent encore les déchets en fait, dans ces caniveaux. C'est juste un petit exemple que je donne. Donc c'est véritablement... Il y a beaucoup de choses à faire dans la communauté. Donc, c'est à nous de regarder et puis de dire, ah, voilà quelque chose qu'on peut apporter. Voilà, on peut le faire individuellement, mais aussi on peut se mettre en groupe et puis voilà ce qu'on peut apporter. Juste un partage aussi. Allons-y, une minute pour terminer. D'accord, pour terminer. Oui. Il y a eu en fait le représentant résident de l'UNICEF qui disait à compétences égales, nous regardons en fait dans le CV des postulants celui véritablement qui a posé des actes bénévoles volontaires dans sa communauté. Donc vous voyez où est-ce que en fait ce petit acte qu'on pose aujourd'hui de manière bénévole, de manière volontaire, peut nous emmener. On n'a pas besoin de grands diplômes, c'est juste ce don de soi, comme l'a indiqué Mme Kwasi Bouan. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous revoir et d'échanger quelques informations à vous donner. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2021. Nous célébrons toutes les ITA. Voilà. Sinon, pour les prénoms du matin, nous allons dans cette immense île située au large de la côte sud-est de l'Afrique. C'est Madagascar. Si vous avez une fille, là-bas, vous pouvez l'appeler tout simplement Domwana, qui veut dire colombe. Voilà. Merci à la réalisation pour cette carte de Madagascar. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Dembi, qui veut dire le successeur. Il s'en est aujourd'hui. Eh bien, nous faisons plaisir à une grande dame de la RTI, Madame Kadi Fatiga, directrice de RTI 2, voilà, ancienne rédactrice en chef de Matin Bonheur. Cette belle aventure de cette nouvelle formule est bien à démarrer avec elle. Donc, voilà, vous l'apercevez là. C'est un visage aussi bien connu de la présentation du JT. Chez nous en Côte d'Ivoire, voilà, joyeux anniversaire à cette dame que j'appelle affectueusement ma mère. J'ai tellement de mamans. Allez, la suite dans cette émission avec, bien sûr, le droit en compagnie de Maître Vanessa Ballereau.
Le contrat de travail dans le secteur privé. Je sais qu'ils seront nombreux aux aguets aujourd'hui avec ce sujet. Et on ne va pas taper sur qui que ce soit. On va aller doucement et de manière explicative pour tout simplement comprendre. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Zaïbé. Voilà, le nom est sorti. Bienvenue chez vous. Merci. C'est quoi le contrat de travail? Alors, le contrat de travail, tout simplement, c'est l'accord de volonté entre deux personnes, un travailleur et un employeur, et par lequel le travailleur accepte de se mettre sous la direction et l'autorité de l'employeur en échange d'un salaire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, pour parfaire notre compréhension et pour mieux visualiser, nous allons avoir des éléments comme ça constitutifs du contrat de travail. Quels sont ces éléments? Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, il faut que ce soit un accord de volonté. Ah, OK. Voilà, il faut que les deux personnes soient d'accord sur les conditions, justement, du contrat de travail. Tout ce qui est écrit à l'intérieur. Exactement. Alors, tout ce qui est écrit quand le contrat est écrit, mais il faut savoir que le contrat de travail ne l'est pas forcément. Vous pouvez avoir un contrat de travail qui sera verbal. Mais dès lors que vous acceptez de vous mettre sous la direction et le contrôle, l'autorité et le contrôle de l'employeur et que vous percevez un salaire, alors il y aura contrat de travail. Voilà les éléments principaux. Vous vous mettez sous l'autorité de votre employeur et vous percevez un salaire. Et vous restez attaché à son service. Alors après, il y aura différentes modalités. Le contrat de travail, il peut être verbal ou écrit. Il peut être à durée indéterminée, c'est-à-dire que vous vous engagez pour une durée qui n'est pas fixée. Ou alors, il peut être à durée déterminée, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous êtes embauché pour, par exemple, 6 mois, à tel poste, etc. Et seulement quand le contrat est à durée déterminée, il faut qu'il soit écrit. Bien sûr. Voilà. Et donc, il contient ce qu'on appelle en droit le terme, c'est-à-dire la fin du contrat de travail, la date de fin du contrat de travail. Alors, j'avais envie d'avancer, mais vous me permettez de m'arrêter là, parce que j'ai été attiré par ce que vous avez dit à l'instant. Le contrat de travail peut être verbal. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas risqué? Alors, c'est risqué. Oui. Pour des deux côtés. Du côté du travailleur, c'est risqué, parce qu'il y a la question de la preuve. Est-ce que je peux prouver un contrat verbal? J'ai envie de dire oui, parce que le Code du travail le prévoit, la loi le prévoit. C'est-à-dire que vous pouvez prouver l'existence du contrat de travail par tous les moyens. Témoignage. Vous recevez votre salaire et on vous fait signer un document qu'on appelle en droit une décharge. Vous avez des collègues qui peuvent attester que vous êtes employé par telle personne. Donc ça se prouve par tout moyen. Témoignage, reçu, quittance, ça peut se prouver par tout moyen. Donc vous pourrez alors prouver que vous avez une relation de travail avec telle personne. Mais c'est risqué aussi du côté de l'employeur, surtout du côté de l'employeur, parce que vous embauchez une personne, vous ne lui faites pas de contrat de travail, la loi considère que cette personne est en contrat à durée indéterminée. Ah. Tout à fait. De ce fait. Donc c'est le lieu de lancer un appel à tous les employeurs de Côte d'Ivoire pour qu'ils régularisent leurs salariés. Il ne faut pas hésiter à aller déclarer les salariés auprès de l'organisme de prévoyance sociale qui s'appelle la CNPS. Oui. La Caisse nationale de prévoyance sociale. Et ça ne coûte pas plus cher que ce que vous risquez à employer quelqu'un sous contrat verbal, sachant que, par définition, il sera considéré comme étant en contrat à durée indéterminée. Et là, j'ai envie de parler d'un cas qui m'a été soumis récemment, d'un employeur qui employait un de ses travailleurs sans contrat de travail. Eh bien, ce travailleur-là, il s'est rendu à l'inspection du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le contrat de travail a été qualifié de CDI. Et en fonction de l'ancienneté de l'employeur, eh bien, il y a eu des conséquences. On imagine les indemnités. Hein? Voilà. Et pour une toute petite entreprise, c'est vraiment une petite entreprise, bien l'employeur s'est retrouvé à devoir payer plus d'1 million de francs CFA. Oula. D'indemnité à son employeur. Eh bien, c'est les risques de ne pas déclarer un employeur. Alors qu'à côté de ça, il aurait fait la déclaration de son employé. Le salaire était relativement raisonnable, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire un petit peu au-dessus du SMIG, du salaire minimum interprofessionnel garanti. Oui. Et
les cotisations qu'il faut payer à la CNPS ne sont pas très élevées, elles sont indexées sur le salaire. Donc il faut déclarer les salariés. Pourquoi? Parce que ça les protège en cas d'accident du travail, ça leur permet aussi de cotiser pour leur retraite. Et ça protège aussi l'employeur, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, on a une base écrite qui est le contrat de travail, et on a une couverture sociale qui est la déclaration au niveau de la CNPS. Donc il faut déclarer les salariés. Même pour ceux qui n'ont pas déclaré dans les temps, il est possible de rattraper. Je sais que la CNPS est compréhensive, on va dire ça comme ça, sous réserve de ce que la CNPS va nous dire. Mais en tout cas, je sais, pour avoir échangé avec des cadres de la CNPS, dans le cadre de formation ou en d'autres lieux, qu'il y a des facilités qui sont faites aux employeurs pour qu'ils puissent par exemple, échelonner les indemnités qui auraient dû être versées à compter de l'embauche du salarié. Donc, il faut se rapprocher de la CNPS. Il y a des antennes un peu partout dans le pays. Il ne faut pas avoir peur, quand on est employeur, d'aller vers la CNPS pour déclarer son salarié. Tout simplement, il y a cette souplesse-là pour vous, de ce côté-là. Alors déjà, c'est tellement bien dit, ce que vous êtes en train d'évoquer là. Merci. Et on se demande pourquoi on ne déclare pas les travailleurs. Oh là là, c'est dommageable tout ça. Le contrat de travail varie-t-il selon qu'on soit dans le privé ou dans le public? Tout à fait. Alors, il y a différents régimes. Oui. Dans le privé, vous avez les dispositions de ce qu'on appelle le Code de travail, qui est la loi sur le travail, qui vont s'appliquer. Le régime des salariés du public est différent. Donc, il y a un code de la fonction publique qui existe et qui s'applique aux agents du service public, de la fonction publique. Par exemple, à la différence des salariés du privé, la différence notable, c'est que dans le public, la plupart des fonctionnaires, comme on les appelle, ne sont pas concernés par la question de la rupture. Quand vous êtes intégré à la fonction publique, sauf si vous êtes révoqué. Alors là, il faut que vous ayez commis une faute vraiment grave et que vous soyez révoqué. À part la révocation, il n'y a pas de rupture possible du lien avec l'employeur qui est l'État en ce qui concerne les fonctionnaires. En revanche, dans le secteur privé, vous avez la possibilité de mettre fin au contrat de travail, soit du point de vue du salarié qui peut démissionner. À ce moment-là, le contrat de travail, il est rompu, c'est-à-dire qu'il est mis fin au contrat de travail. Dans certaines conditions, il faut faire ce qu'on appelle un préavis, c'est-à-dire on prévient et on a quelques semaines à quelques mois avant de pouvoir quitter l'entreprise. Et c'est en fonction de l'ancienneté qu'on a dans l'entreprise. On ne lève pas comme ça du jour au lendemain pour quitter l'entreprise, sous peine de dommages et intérêts, parce que l'employeur peut se plaindre auprès du tribunal du travail et solliciter des dommages et intérêts. Ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être dans l'autre sens, oui, c'est toujours dans les deux sens. Parce que je vous ai dit que c'était un accord de volonté, le contrat de travail. Donc, il y a des droits et des devoirs du côté du salarié, du travailleur, mais il y a aussi des droits et des devoirs du côté de l'employeur. Je suis sûr qu'il y en a qui ne s'en rendent même pas compte qu'ils peuvent aussi payer des droits à leur employeur. À leur employeur, oui. Si l'employeur arrive à démontrer que le départ du salarié lui a causé un préjudice, eh bien, il peut demander l'allocation de dommages et intérêts devant le tribunal, tout à fait. OK. On ne va pas être trop méchant avec les employeurs aujourd'hui, mais qu'est-ce qui peut valablement fonder un employeur dans le privé à mettre fin à un contrat de travail? Alors, il y a des critères en matière de licenciement qui tiennent soit à la personne de l'employé, du travailleur, soit à la situation de l'entreprise. Donc, pour schématiser, vous avez, par exemple, vous avez plusieurs cas de licenciement qui sont limitativement prévus par la loi. Et il faut forcément respecter ces motifs de licenciement qui sont prévus par la loi. Alors, ça peut tenir à l'insuffisance professionnelle, c'est-à-dire les causes de licenciement, de rupture du contrat qui relèvent du salarié. C'est par exemple le fait que le salarié ne soit pas en mesure ou n'ait pas les compétences requises, attendues de lui. Par son employeur. À ce moment-là, l'employeur peut mettre fin au contrat. Il faut le prouver? Il faut le prouver, tout à fait. Okay. Il faut le prouver. Il y a une procédure qui est bien établie, qu'on appelle la procédure disciplinaire, qui est encadrée dans des délais très stricts qu'il faut respecter. Donc, il y a l'insuffisance professionnelle, mais il y a aussi la faute. Alors, légère ou lourde ou vraiment grave. Et là, dans ce cas-là, quand la faute elle est grave ou elle est lourde, elle empêche
le contrat de travail de continuer. C'est par exemple le salarié qui va aller voler son employeur. C'est le salarié qui va aller prendre des clients, détourner les clients, par exemple, de son employeur. Je pense à un commercial, par exemple, qui va se servir du carnet d'adresse qu'il s'est constitué grâce à son employeur pour détourner les clients de son employeur à son profit ou au profit d'une autre personne, par exemple. C'est dans le domaine de l'industrie, le fait de prendre des informations à son employeur et d'aller les donner à la concurrence, ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Okay. Donc tous ces cas-là sont des cas de licenciement pour faute. Et après, le critère, que ce soit la gravité ou la lourdeur de la faute, sont appréciés par le tribunal du travail. Alors dites-nous, quelle voie de recours pour un employé du privé dont le contrat a été abrégé en dehors des dites procédures que vous avez citées là? Alors, la procédure, elle est très simple. Il faut se rendre d'abord à l'inspection du travail. Oui. Une fois à l'inspection du travail, votre employeur, il est convoqué pour s'expliquer sur les accusations, on va dire ça comme ça, que vous avez portées contre lui, tenant au fait que vous avez été licencié et vous considérez que votre licenciement est abusif. Okay. Il ne respecte pas les critères prévus par la loi ou les délais prévus par la loi. À ce moment-là, l'employeur est convoqué devant l'inspection du travail dans le cadre d'une rencontre contradictoire, c'est-à-dire que chacun apporte ses éléments. Et à l'issue de cette rencontre, l'inspecteur du travail va dresser son procès verbal. Soit vous vous êtes mis d'accord et finalement, l'employé retourne dans son entreprise parce que l'employeur a reconnu qu'effectivement, bon, c'était pas très légal la manière dont ils se sont séparés. Soit l'employeur maintient son licenciement et dit non, je ne reprends pas ce salarié parce que moi j'estime que le motif de mon licenciement était fondé. Oui. Et à ce moment-là, il y a deux choses. Si l'employeur n'entend pas revenir sur sa décision, soit l'affaire s'arrête, le salarié décide de ne pas poursuivre, ou alors l'inspection du travail adresse son PV à ce moment-là au tribunal du travail et le tribunal du travail va convoquer les deux parties à sa plus prochaine audience. On a généralement des règlements à l'amiable? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Okay. Vraiment, quand c'est flagrant que ça n'aurait pas dû se passer ainsi, ou alors que ça a été une décision un peu isolée, sans que la direction générale ne soit au courant ou n'ait validé, ça peut arriver. Ça peut arriver que le licenciement que l'employeur revienne sur son licenciement. C'est pas courant. En général, les entreprises, les employeurs estiment être fondés dans leurs droits. Et après, il y a des questions d'affect qui rentrent en ligne de compte. C'est une matière qui touche à l'homme, à son travail, à sa personne. Et donc, il y a beaucoup de problèmes de personnes en général, je trouve, qu'on aurait pu régler à l'amiable avant même que le salarié ne se retrouve devant l'inspection du travail. Mais chacun campe sur sa position. Exactement. Donc, on se retrouve dans des considérations personnelles qui conduisent devant le tribunal. C'est clair. Alors, on va rester sur les procédures. Quelles sont les procédures à respecter par un employeur pour mettre terme à un contrat de travail? Les procédures à respecter? Tout à fait. Alors, il s'agit de la procédure disciplinaire. Oui. Quand vous avez un salarié à qui vous reprochez quelque chose, oui, il faut lui adresser ce qu'on appelle la demande d'explication. C'est-à-dire que vous, par écrit, vous le mentionnez, alors voilà, monsieur ou madame, à telle date, moi, votre employeur, j'ai constaté tel fait. Vous ne vous présentez pas à votre poste, vous êtes régulièrement en retard, vous avez eu plusieurs absences injustifiées. Voilà ce que j'ai constaté, je vous demande de vous en expliquer. La demande d'explication est transmise au salarié. Le salarié a 72 heures, c'est-à-dire 3 jours à compter de la remise de la demande d'explication. Donc, bien sûr, la demande d'explication, il faut la remettre contre décharge, il faut faire signer au salarié. Et la remise contre signature fait courir le délai de 3 jours. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'avez pas cette demande d'explication, si vous n'avez pas fait décharger, qu'est-ce qui prouve que vous avez remis une demande d'explication?
Et une fois devant le juge, ça peut vous être reproché. On peut dire, mais non, mais moi, le salarié, s'il est de mauvaise foi, il peut dire, moi, j'ai jamais reçu de demande d'explication. Du jour au lendemain, on m'a mis dehors, on m'a envoyé ma lettre de licenciement. Et la mauvaise foi, il y en a. Et la mauvaise foi, malheureusement, est une denrée assez partagée. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous remettez la demande d'explication contre décharge, idéalement, et le salarié a 3 jours pour vous répondre, 72 heures. Dans les 72 heures, il vous répond. Vous avisez et vous avez 15 jours pour donner votre sanction. Donc les sanctions disciplinaires, elles sont de divers ordres. Vous pouvez faire un avertissement. Vous pouvez, ça c'est la sanction la plus légère. Oui. Ensuite, au-dessus, vous avez la mise à pied sans salaire inférieure à 8 jours. Enfin, supérieur à 1 jour. Ensuite, vous avez la mise à pied, mais supérieure à 1 jour, mais inférieure à 8 jours, sans salaire toujours. Et enfin, vous avez le licenciement. Là, vraiment, vous êtes arrivé au bout, vous ne pouvez plus, le salarié ne peut plus rester dans l'entreprise. À ce stade-là, ce que j'ai envie de dire, dans le cadre de la procédure disciplinaire, c'est qu'il faut des éléments objectifs. Vous avez des éléments factuels, vous avez des rapports qui vous sont transmis par le supérieur hiérarchique, vous avez des éléments de preuve, par exemple, votre société, vous avez des caméras qui sont installées, vous avez pu constater que le salarié en question vous vole, mais vraiment il faut des éléments objectifs à reprocher à votre salarié. Si, au contraire, les reproches que vous avez à lui faire tiennent à sa personne, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, vous vous rendez compte que la personne s'est un peu survendue, ou alors il y a une baisse de régime dans la productivité de l'employé ou dans le rendement que vous en attendez, eh bien, vous pouvez le mentionner. Mais il faut le justifier. Par exemple, vous êtes chef de projet, je vous ai confié tel projet, vous avez mis plus de 3 mois à mener ce projet à son terme, alors que le délai prévu était d'1 mois. Oui. Donc, il y a un problème de productivité du salarié. Ça, vous pouvez le reprocher. Donc, il faut vraiment des éléments factuels qui sont soutenus par des preuves pour aller sur une procédure disciplinaire. Et surtout, vous ne pouvez pas attendre indéfiniment. Ce n'est pas une épée de Damoclès aussi. Quand le salarié commet une faute, ce n'est pas une épée de Damoclès qui traîne au-dessus de sa tête indéfiniment. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain délai, vous ne pouvez plus revenir et dire « Tiens, il y a 4 mois de ça, vous avez fait telle chose. » Voilà. Alors, la loi aussi prévoit un droit à l'oubli pour le salarié, pour ne plus qu'on revienne lui reprocher des fautes des mois et des mois, ou voire des années après. Voilà, en 2016, vous avez fait telle chose, j'étais pas content, mais voilà, non, ça, c'est pas possible. Donc, dans la demande d'explication, c'est des éléments factuels que vous pouvez prouver et que vous mentionnez par écrit et que vous reprochez au salarié. 72 heures pour vous répondre, et une fois qu'il vous répond à la demande d'explication, vous avez 15 jours pour décider de la sanction que vous allez donner. Au-delà des 15 jours, vous ne pouvez plus sanctionner à raison de la demande d'explication que vous avez faite. Cela paraît simple, mais il y a cette complexité-là quand même du sujet. Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, que retenir? Alors, que retenir? Bon, simplement que dans le cadre du contrat de travail, que ce soit le salarié ou l'employeur ne sont pas démunis. Il ne faut pas se dire, j'ai un salarié, je ne sais pas quoi en faire, mais comment je vais faire s'il s'en va? J'aurai forcément tort. Non, non. Il y a des critères qui sont prévus pour mettre fin au contrat de travail. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des causes qui tiennent à la personne du salarié, mais il y a des causes aussi économiques. On vient de traverser une crise sanitaire. Oui. Bon, on y est toujours, mais l'année dernière, il y a eu le début de la crise sanitaire et ça a eu des conséquences importantes, voire dramatiques pour certaines entreprises qui ont dû fermer. Et dans ce cas-là, il est permis d'aller sur un licenciement pour motif économique. Oui. Donc, je supprime votre poste parce que malheureusement, je ne pourrai plus vous payer parce que je suis, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration et mon entreprise est fermée depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois et je ne me retrouve pas. Donc, je suis obligée de supprimer certains postes, voire de fermer mon entreprise. À ce moment-là, en tant qu'employeur, je vais sur ce qu'on appelle le licenciement pour motif économique qui est encadré. Il faut prévenir les salariés, il faut faire des réunions en présence de l'inspection du travail. Et surtout, il y a des organismes d'État qui surveillent cette procédure, que ce soit l'inspection du travail ou le Conseil national, à qui il faut adresser les rapports et qui vont valider
la procédure de licenciement collectif. Tant de choses à dire sur ce sujet d'aujourd'hui. On y reviendra certainement pour approfondir encore nos connaissances sur le contrat de travail. Et aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le secteur privé et sa particularité. Merci, maître. C'est moi. Excellente journée à vous et à vous aussi, chers téléspectateurs amoureux de RTI 1 et de Matin Bonheur. Excellente journée à vous. Merci à Jacques Brou, merci à toutes nos équipes de réalisation et ce sera un plaisir de vous retrouver encore demain et de décortiquer d'autres sujets assez importants. Que Dieu vous garde. Au revoir.